Alors, qu'est-ce que c'est que la procréation médicalement assistée? Tout le monde sait que pour concevoir un enfant, il faut un accouplement, en général, toujours, entre un homme et une femme, de manière naturelle. La femme va donner un ovule et l'homme apporte un spermatozoïde. Eh bien, si vous voulez, la PMA, la procréation médicalement assistée, c'est des formes de conception de l'enfant qui sont séparées de cet accouplement. Alors, la loi de 2004 définit très bien la procréation médicalement assistée. Il y a 3 pratiques cliniques et biologiques qui sont la fécondation in vitro. Et il s'agit de prendre un ovule d'une femme par ponction, ensuite un spermatozoïde de l'homme, et les faire rencontrer dans une éprouvette. Et à ce moment-là, il y a création d'un embryon qu'on va pouvoir ensuite transférer dans l'utérus de la femme. Et c'est la deuxième technique, c'est le transfert d'embryon, où il s'agit donc de transférer des embryons dans l'utérus de la femme. Problème déjà sur ces 2 techniques, c'est que on peut, si on veut, analyser d'une manière génétique l'embryon et choisir les embryons que l'on va insérer dans l'utérus de la femme. C'est-à-dire que déjà sur ces 2 parties, il y a beaucoup de choses à dire. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'insémination artificielle qui fait partie de la procréation médicalement assistée. Cette insémination artificielle qui consiste à recueillir le sperme de l'homme et de l'injecter chez la femme, parfois après un certain traitement. Alors, je répète que dans la PMA, il n'y a pas d'union physique entre l'homme et la femme, il n'y a pas d'accouplement. L'accouplement, au point de vue de la définition, c'est l'union physique de l'homme et la femme avec une union sexuelle. C'est-à-dire que ça ne peut exister, cet accouplement, qu'entre un homme et une femme. Lorsqu'il y a une sexualité entre 2 femmes ou 2 hommes, j'en parle parce que c'est important, on ne peut pas parler d'accouplement, on parle de sexualité, mais pas d'accouplement. L'accouplement est unique entre l'homme et la femme. Alors, elle s'adresse à qui, cette procréation médicalement assistée? Eh bien, elle s'adresse aujourd'hui, de par la loi, uniquement aux couples hétérosexuels qui sont mariés, pacsés ou en concubinage depuis un certain temps, depuis 2 ans. Il s'adresse à des personnes en âge de procréer et qui se trouvent dans une situation particulière. Alors, le couple est stérile, présente une stérilité, une infertilité pathologique qui est médicalement constatée. Ou bien, l'un des membres du couple est porteur d'une maladie grave susceptible d'être transmise à son conjoint. Alors, les obstacles à la loi, c'est une femme en ménopause, n'a pas le droit à la PMA, le décès d'un membre du couple, le dépôt d'une requête en divorce, la cessation de la vie commune ou la révocation du consentement de l'un des conjoints. Alors, ça se passe comment, la PMA? Eh bien, vous avez un couple infertile qui va avoir un spécialiste, qui va avoir un entretien avec ce spécialiste. Le spécialiste dit, voilà, vous êtes éligible à avoir une PMA, vous avez un délai de 1 mois de réflexion, et au bout d'1 mois, les personnes, le couple, l'homme et la femme, vont envoyer une lettre écrite demandant la PMA, et le praticien peut ou non accepter la PMA sur des critères qui lui sont quand même relativement personnels. Alors, qu'est-ce que c'est que l'insémination artificielle? Eh bien, on prend donc du sperme et on va l'injecter dans l'utérus de la femme. Et en même temps, on va stimuler la femme par des hormones pour qu'elle ait une ovulation la plus importante possible. Alors, cette insémination artificielle, elle peut se faire soit avec le sperme du conjoint, soit avec un sperme de donneur. Avec le sperme du conjoint, on appelle ça une IAC, insémination avec conjoint. Sperme de donneur, IAD, insémination avec donneur. Alors pourquoi on fait des inséminations avec sperme de conjoint? Eh bien parce que parfois, le sperme de l'homme n'est pas de bonne qualité. Ou bien parce qu'il y a une incapacité à mener un rapport sexuel jusqu'au terme. Vous avez, et j'en connais,
des hommes qui ne peuvent pas avoir une érection normale, donc qui sont incapables de mener à terme un rapport sexuel. Et puis ça peut être en relation avec la femme, avec un défaut du col de l'utérus, un défaut de l'utérus, et puis aussi certaines femmes sécrètent des anticorps contre les spermatozoïdes. Et ces anticorps sont surtout dans le vagin. Donc ce qu'on fait, on prend le sperme de l'homme, on en fait des paillettes et on l'injecte à l'intérieur de l'utérus et on dépasse donc la glaire cervicale. Puis dans 20% des cas, eh bien, on ne trouve aucune cause à la stérilité et on va quand même employer donc une insémination avec sperme de conjoint de telle manière à essayer de combattre cette infertilité. Alors, ça c'est avec le sperme du conjoint. Pour les spermes de donneurs, et on va en reparler, il faut que la stérilité masculine soit grave. Il y a des hommes qui n'ont pas de spermatozoïdes. Ils n'en savent rien, ils sont tout à fait normaux en apparence, ils ont des organes génitaux normaux, mais une fois mariés, ils n'ont pas d'enfants. On fait des analyses et on s'aperçoit que spermatozoïdes, 0. Ça, c'est le premier cas. Autrement, la transmission de maladies sexuellement transmissibles. Lorsque vous avez un homme qui est atteint de certaines maladies, il ne peut pas avoir de rapport avec sa femme, eh bien, à ce moment-là, on prend un sperme de donneur et on l'insémine à la femme, s'il est d'accord, évidemment. Ou bien la transmission de maladies génétiques. Certains hommes sont porteurs de maladies génétiques, et à ce moment-là, on conseille, enfin, certains médecins conseillent, l'insémination artificielle avec sperme de donneur. Alors, pour donner, il y a des organismes particuliers qu'on appelle les CECOS, les centres d'études et de conservation des œufs et du sperme. Il y a 29 centres comme ceci en France, 29 CECOS. Et qu'est-ce que c'est qu'un CECOS, si vous voulez? C'est un service multidisciplinaire où il y a des biologistes, où il y a des psychiatres, où il y a des gynécologues qui vont recueillir donc des gamètes et avec des méthodes de froid, vont les conserver pendant des mois, parfois même des années. Il faut savoir que ces CECOS sont tous reliés à un centre hospitalier universitaire. On ne peut pas du tout avoir des CECOS qui sont dans des cliniques privées. Le sperme, les ovules, eh bien, c'est propriété d'État après que ce soit propriété de la personne. Il y a 29 CECOS en France. Et donc, vous voyez, il y en a quand même pas mal. Alors, ils interviennent dans deux cas, ces CECOS. Dans les dons de gamètes, la stérilité, et puis dans un autre cas qui arrive quand même relativement souvent, lorsque une femme, par exemple, et surtout les femmes, ont des traitements lourds, c'est-à-dire des radiothérapies, des chimiothérapies, notamment dans la maladie de Hodgkin, par exemple, eh bien, lorsqu'une femme a des traitements lourds, on va lui prendre des ovules, on va les conserver pendant le temps qu'il faut, le temps que la femme va se faire soigner, et après qu'elle ait été soignée, on va utiliser ces ovules pour faire des fécondations. C'est-à-dire qu'au lieu de détruire les ovules par des traitements radiothérapiques, eh bien, on va en conserver un certain nombre pour pouvoir ensuite les réimplanter. Alors, quelles sont les conditions pour donner des gamètes? Homme. Si vous êtes un homme, qu'est-ce qu'on va vous demander pour donner votre sperme? Il faut avoir de 18 à 45 ans. Au-delà de 45 ans, c'est interdit. Au-dessous de 18 ans, c'est interdit. Il faut être déjà père d'un enfant. Père d'un enfant. C'est-à-dire qu'on peut donner son sperme à 18 ans, mais il ne peut pas être utilisé tant qu'on n'a pas eu d'enfant. C'est-à-dire que ce qui se produit, très souvent, il y a des étudiants qui veulent donner leur sperme, enfin très souvent, c'est pas aussi fréquent, on leur dit, écoutez, vous n'avez pas d'enfant, on prend votre sperme, on le congèle, et le jour où vous en avez, si vous êtes toujours d'accord, vous nous envoyez une petite lettre comme quoi on peut utiliser votre sperme. Voilà. Si la personne est en couple, si l'homme est en couple, il faut absolument que les deux partenaires soient consentants. Et d'une manière écrite. Il faut que la femme signe et que l'homme signe. Les enfants, s'il en existe, n'ont pas leur mot à dire. Alors,
le sperme du même donneur ne sera utilisé que pour, entre guillemets, la fabrication d'un maximum de 10 enfants. En général, on ne les atteint pas, c'est 8-9 enfants, mais un seul donneur va donner maximum 10 enfants. Alors, on croit qu'il y a beaucoup de gens qui donnent en France du sperme, on se méprend. On a vu dans les États généraux à Lyon le professeur Guérin qui se plaignait de ne pas avoir suffisamment de donneurs. En 2013, le professeur Guérin disait « On ne compte pas plus d'une dizaine de donneurs sur la région de Lyon, alors que nous en avions le double il y a encore 3 ans. » Alors, c'était en 2013, était passé par là, donc les grandes manifestations de 2012, et le professeur Guérin en veut énormément à la Manif pour tous, parce qu'il sait qu'il y a une relation étroite entre la baisse de donneurs et les manifestations. Donc il y en a à peu près, 300 sur Lyon demandes de couples par an. C'est-à-dire que vous avez des couples qui attendent du sperme de donneurs pour déclencher une grossesse. Et le professeur Guérin nous a dit, et ça c'est important, nous a dit que certains donneurs ont écrit au CECOS en disant « Nous ne voulons pas que notre sperme serve à des couples homosexuels. » C'est quand même particulier. Alors, ce sont des centres qui sont autorisés. Tous les centres ne sont pas autorisés à faire des PMA. Pour ça, il faut que l'agence de biomédecine donne son accord, plus l'agence régionale de santé. Et les médecins qui travaillent dans ces centres-là doivent aussi être surveillés dans leurs compétences. Voilà, les chiffres sur la procréation médicalement assistée avec insémination par donneur. En 2015, donc c'est pas si vieux que ça fait simplement 3 ans, il y a eu en tout et pour tout, sur toute la France, 255 hommes qui ont donné leur sperme et qui ont permis la congélation de 12 000 paillettes. Et 971 enfants sont nés avec insémination avec sperme de donneur. Délai d'attente pour les couples, 2 ans. Voilà. Le problème, alors, la procréation médicalement assistée avec sperme de donneur n'est pas un traitement. L'homme reste toujours stérile, donc c'est un subterfuge où le médecin intervient personnellement dans la conception d'un enfant, puisqu'il choisit le sperme en fonction de certains critères et l'introduit lui-même dans l'utérus de la femme. C'est en quelque sorte, le médecin devient un co-procréateur. Il a une responsabilité totale. Totale. On ne peut pas dire que l'enfant lui appartienne, mais il est quand même co-responsable. C'est facile de mettre une petite paillette dans l'utérus d'une femme, ça prend 10 minutes. Mais il faut savoir que cette petite paillette, c'est le début d'une vie, souvent. 9 mois de grossesse et 80 ans de vie, et parfois avec des descendants. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on fait. Alors on parle aujourd'hui d'autoriser l'insémination artificielle avec donneur pour les femmes seules et en couple lesbien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez l'enfant qui va naître, de facto, on supprime des racines paternelles, puisque les donneurs sont anonymes, et deuxièmement, on va supprimer un référent paternel. Chaque enfant a besoin d'un père. Chaque enfant a besoin d'un père pour se structurer. Et dans ces cas-là, si on insémine des femmes seules ou en couple lesbien, l'homme n'existe pas. Chez le médecin, pratiquer un acte sans rapport avec la maladie, puisque là on n'est plus dans la maladie, parce que si on insémine une femme seule en pleine santé ou un couple lesbien, chez le médecin, c'est accepter de fabriquer des orphelins de père d'une manière inopinée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maladie, on va faire une intrusion dans la vie intime de quelqu'un alors qu'il n'est pas malade. Je vais reparler du rôle du médecin. Le médecin, lui, il est fait pour soigner uniquement les malades. Et si on sort de notre rôle, on est sûr
de ces derniers. En 2017, il y a eu un avis favorable du CCNE. Je vous signale simplement qu'au CCNE, le Comité consultatif national d'éthique, il y a 12 médecins sur les 39 membres. Mais enfin, 12 médecins sont nommés par le gouvernement. Alors, que pensent les médecins aujourd'hui, dans leur ensemble, de l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux femmes seules ou en couple lesbien? Nous sommes en France 220 000 médecins actifs. Est-ce que vous avez l'impression qu'on les entend beaucoup sur des sujets de société? On ne les entend jamais. Nous, on voit arriver dans nos cabinets des femmes qui veulent la pilule, des femmes qui veulent avorter, des gens qui nous parlent d'euthanasie. On est en bout de chaîne et c'est à nous que retombent toutes les responsabilités. Et on considère aujourd'hui le médecin comme celui qui est capable de tout résoudre. Je discutais il n'y a pas longtemps avec un de mes malades qui me faisait un grand discours qui était favorable à l'euthanasie. Et vous comprenez, les personnes âgées, il y en a trop en France, il faudrait les euthanasier. Alors je dis, c'est intéressant ce que vous dites, mais qui devrait injecter le produit létal, le produit mortel? Et immédiatement, sans réfléchir, il me dit les médecins. Ah, je lui dis, attendez, les médecins, pourquoi? Il me dit, parce que vous connaissez le corps humain, vous savez faire. Je lui dis, mais je vous pose la question. Admettons que le médecin place une perfusion chez une personne âgée et que par tirage au sort, on choisisse dans la population quelqu'un pour pousser le piston de la seringue avec le produit mortel. Admettons que ça tombe sur vous. Vous êtes devant une femme, une personne âgée qui est dans son lit, qui a sa perfusion, il suffit de pousser le piston de la seringue. Est-ce que vous le feriez? Ah non, moi jamais. Je lui dis, mais alors, comment voulez-vous demander à des médecins qui ont fait des études de médecine uniquement pour sauver la vie, de donner la mort à quelqu'un? Tout simplement, dans leur tête et dans la tête des gens, le médecin, c'est celui qui doit tout régler. La fille, elle couche avec le voisin, vite, va chez le médecin, prends la pilule. Si jamais il y a un problème de grossesse, vite, va chez le médecin, il va arranger ça. Non, nous, on n'est pas fait pour ça. Tout sauf ça. Alors, on est 220 000 médecins et on ne dit rien. On ne dit rien. Personne n'entend les médecins. Et dans nos manifestations, on a entendu, en fin de compte, rarement des médecins. Et si vous voulez, j'ai essayé souvent de réfléchir à ce phénomène. Avant la sécurité sociale, eh bien, le médecin était considéré comme quelqu'un de très important. Et puis avec l'avènement de la sécurité sociale, chacun des Français est devenu un ayant droit parce que c'est un cotisant. Chacun a droit à la santé. Et ce qui se traduit au fur et à mesure des années, j'ai droit à la santé, donc j'ai des droits sur le médecin. Et c'est parce qu'on a des droits sur le médecin qu'on attend du médecin qu'il exécute exactement les ordres que l'on veut donner. Alors, je veux la pilule, tu me donnes la pilule, je veux plus cet enfant, eh ben, je demande un avortement, je veux la PMA, eh bien le médecin doit être là à s'exécuter. Et là, je dis, attention, attention, la médecine n'est pas faite uniquement pour satisfaire des désirs, elle est faite pour soigner les malades. Alors, chose qui est importante, c'est que notre population médicale a changé. Elle a changé, elle s'est féminisée. 47% de femmes médecins aujourd'hui en activité, alors qu'il y a simplement 10 ans, on en avait 38%. Le nombre de gynécologues, je vous le signale, a baissé de 30% en 10 ans. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent plus faire de la gynécologie. Je discutais il n'y a pas plus tard que 3 mois avec une femme qui est gynécologue de 50 ans et qui, les larmes aux yeux, m'expliquait que quand elle était interne, on la forçait à faire des avortements. Elle a dit, mais moi, je ne suis pas faite pour cela. Je n'ai pas fait médecine pour cela. Qu'on soit pour, qu'on soit contre l'avortement, ce n'est pas un problème. Le problème est, quel est le rôle du médecin? Et ça, c'est une question fondamentale. Quel est le rôle du médecin?
On n'est pas aux ordres de tout le monde, on est au service des malades. Alors, en ce qui concerne, je ne sais pas quelle heure il est, s'il me reste encore un peu de temps. 10h15, vous me laissez 5 minutes après. Bon. Alors, il y a eu un manifeste qui est paru en 2016 du professeur Friedman, signé par 130 médecins, et ce manifeste disait « Nous, médecins, avons aidé des couples homosexuels à avoir des enfants, même si la loi l'interdit. » Ce manifeste a été repris par le journal Le Monde et ensuite a été repris par de très nombreux journalistes qui ont dit vous voyez, la loi n'est pas adaptée parce que les médecins gynécologues en France sont obligés de contourner la loi. Je vous ferai simplement la remarque que l'Ordre des médecins n'a pas réagi du tout à cet article. Absolument pas. Il n'y a eu aucun communiqué de l'Ordre des médecins. Notre association Cosette et Gavroche a pris le taureau par les cornes et nous avons attaqué les 4 gynécologues lyonnais qui avaient signé ce manifeste. Nous sommes retrouvés au Conseil de l'Ordre et ces 4 gynécologues nous ont dit nous n'avons jamais contourné la loi, on nous a imposé un texte qu'on n'avait même pas signé et en fin de compte, l'accroche qu'avait fait Le Monde de ce texte est une accroche totalement fausse. Et ils ont dit, c'est pas de notre faute, allez voir le professeur Friedman, qui est l'auteur du texte. Nous avons donc porté plainte auprès du Conseil de l'Ordre des Hauts-de-Seine, et nous sommes retrouvés avec Bénédicte, à Levallois-Perret, en face du professeur Friedman, qui après 1 heure a signé en disant qu'il n'avait jamais contrevenu à la loi, qu'il n'avait jamais contourné la loi, et qu'il respectait la loi en matière de procréation médicalement assistée. Donc vous voyez, c'était du bluff, en fin de compte du bluff. On dit dans les journaux, on est obligé de contourner la loi pour que la loi change, un peu comme l'avaient fait les 343 femmes avec Simone de Beauvoir, pour faire évoluer donc la législation de l'avortement. Il y a eu un sondage auprès des médecins. Les médecins, dans leur majorité, sont contre l'ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples lesbiens. En 2018, l'Académie de médecine, au CCNE, a dit qu'il fallait prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant, et donc il ne fallait pas priver d'un enfant d'une éducation structurante entre le père et la mère. Donc l'Académie de médecine s'oppose, enfin en tout cas dit attention, pour l'élargissement de la procréation médicalement assistée. Voilà, alors j'en terminerai simplement en disant que j'ai lancé en 2017 un manifeste des médecins qu'on a appelé « Nous voulons rappeler le rôle de la médecine ». Ce manifeste qui a été d'abord rédigé par moi-même, ensuite corrigé par un chirurgien, un cardiologue et un médecin généraliste, a été lancé. Et ce manifeste a recueilli 1760 signatures, dont 100 gynécologues, 80 psychiatres, 80 pédiatres et donc 750 généralistes. Alors ce manifeste est en 6 points et je vais vous le lire simplement et puis j'arrêterai là. Nous médecins impliqués dans la vie quotidienne de nos concitoyens voulons par ce manifeste rappeler quels sont les rôles, les limites et les exigences de notre profession. Les tentations sont grandes pour les pouvoirs publics et les usagers de s'approprier les techniques biomédicales à des fins partisanes. Nous mettons en garde contre ces tentations. Nous rappelons que, premièrement, la médecine est avant tout un art au service des malades. Les 2 principaux buts de la médecine sont prévenir des maladies et soigner les malades. Deuxièmement, la première devise du médecin est primum non nocere, ce qui veut dire premièrement ne pas nuire. Et lorsqu'on fait une procréation médicalement assistée avec sperme de donneur pour une femme seule, on va créer des orphelins, des enfants sans père, et ça, c'est une nuisance épouvantable. Troisièmement, il n'appartient pas aux médecins de juger de la vie. Nous, on est médecins, on accompagne la vie, mais on ne la juge pas. Ce n'est pas à nous à le faire. Même s'il doit accompagner les couples stériles en désir d'enfant, le médecin n'a pas tous les droits pour faire surgir la vie.
Quatrièmement, le médecin ne doit pas être au service d'une idéologie quelle qu'elle soit. La sélection des races, l'eugénisme, le dopage, les expériences sur l'homme, la fabrication, entre guillemets, d'enfants en dehors de la complémentarité homme-femme sont étrangers au but de la médecine. Cinquièmement, il revient au Conseil de l'ordre des médecins, expression de notre profession, de faire respecter les règles de la déontologie médicale. En ce moment, le Conseil de l'ordre se tait, ne dit rien et n'a donné aucune consigne en ce qui concerne la PMA pour les femmes seules. Et sixièmement, le médecin est soumis à la loi en tant que citoyen. L'État, quant à lui, ne doit pas sortir son rôle en demandant aux médecins d'accomplir des actes techniques contraires à l'éthique médicale. Moi, je suis médecin, je me sens au service des malades, mais pas au service de l'État. Je suis avant tout un serviteur des malades. Et j'aimerais simplement vous dire que cette manifeste a été adressée au président de la République, au Premier ministre, c'est le seul qui m'a répondu, au ministre de la Santé et au président du Conseil national des médecins. En conclusion, j'aimerais vous citer une phrase d'André Gide que j'ai lue récemment dans le train en relisant Vol de nuit de Antoine de Saint-Exupéry qui était lyonnais. Et dans cette préface, voilà ce qu'il dit. Je lui sais gré, parle de Saint-Exupéry, particulièrement d'éclairer cette vérité paradoxale, pour moi d'une importance psychologique considérable, que le bonheur de l'homme n'est pas dans la liberté, mais dans l'acceptation d'un devoir. Merci de votre attention.